Je vais vous partager mon écran. Donc, vous voyez la présentation. Super, merci Jacinthe d'acquiescer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième webinaire de la série de l'Alliance par études sur la santé mentale des étudiants athlètes. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de l'anxiété de performance dans le sport. J'ai deux invités avec moi. Tout d'abord, avant de présenter mes invités, peut-être pour ceux qui étaient là en janvier, qu'on avait fait une présentation sur les enjeux en santé mentale des étudiants athlètes vraiment plus générale. On avait parlé beaucoup au niveau scientifique, donc qu'est-ce que les données nous disent, où est-ce qu'on en est rendu avec ce portrait-là, c'est quoi les enjeux qui sont plus spécifiques pour eux. Aujourd'hui, on va être moins dans ce mode scientifique-là, on va être beaucoup plus dans une idée de vous partager les lunettes du monde du sport en lien avec la gestion de l'anxiété de performance. Ça va être beaucoup plus dans le partage, la discussion. Peut-être vous amener plus de questions que de réponses par moment, mais avec beaucoup d'informations super pertinentes pour vous, du moins, je l'espère. Si je commence par vous présenter mes invités. Donc, le premier, Philippe Gagné, un plongeur sur l'équipe nationale de 2013 à 2021, participé à de nombreuses compétitions internationales. Ça a été un étudiant athlète aussi avec l'Alliance de 2016 à 2020 au Collège André Grasset. Il est maintenant retraité du sport de haut niveau. Il étudie actuellement en économie, finance et mathématiques au HEC Montréal. Il est aussi présent puisqu'il va nous partager un peu sa réalité, a connu la réalité de l'anxiété de performance dans le sport et dans les autres sphères de sa vie. Donc, merci Philippe de te joindre à moi. Vraiment un plaisir d'être ici. Super, merci beaucoup. Mon deuxième invité, Dr. Jonathan Lanier, consultant en performance mentale, un sujet qu'on va discuter beaucoup aujourd'hui de qu'est-ce qu'un consultant en performance mentale, donc une belle ressource pour nous. C'est les membres professionnels de l'Association canadienne de psychologie du sport. Il a travaillé avec des athlètes et des entraîneurs de niveaux vraiment variés, provenant de plus de 30 différents sports, donc beaucoup d'expérience à différents niveaux, ce qui est super pertinent pour notre conversation aujourd'hui. Il travaille sous contrat avec, entre autres, Natation Canada, l'Institut canadien du sport de l'Ontario et l'Institut national du sport du Québec. Bonjour, Jonathan. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On apprécie. Good. Donc, on passe ça. Peut-être une petite mise en contexte avant pour vous. D'abord, on va parler d'anxiété de performance aujourd'hui. La première chose que je veux mentionner, c'est que, comme vous le savez probablement, ce n'est pas un diagnostic en tant que tel, l'anxiété de performance. Donc, un sujet qui, des fois, est un peu difficile à naviguer, à nommer. Ce qui est l'anxiété de performance est aussi beaucoup, beaucoup nommé par les étudiants athlètes, comme étant une difficulté pour eux. Mais on joue un peu sur un peu comme dans le débat de l'anxiété, il y a une normalité aussi à l'anxiété de performance. On va en parler aujourd'hui autour de ça, mais dans le fond, de dire qu'il y a une normalité, mais quand est-ce que ça dépasse cette normalité-là et de jouer avec ça, vous êtes déjà, comme intervenant psychosociaux dans les écoles, en mesure ou habitué de travailler avec cette anxiété-là. Donc, l'anxiété de performance a ses nuances, mais peut être similaire dans ce débat-là. Aujourd'hui, l'idée, ne sera pas non plus de vous définir l'anxiété de performance. Comme vous voyez, là, les trois personnes qu'on est là, d'ailleurs, je me rends compte que je ne me suis pas présenté, mais juste un petit clin d'œil, j'y reviendrai. Mais en fond, on ne sera pas là pour répondre spécifiquement à qu'est-ce que l'anxiété de performance. On va plutôt parler de comment le sport gère cet aspect-là des performances. Au petit point, le consultant en performance mentale dans le sport, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ressource qui est souvent un peu la seule ressource qui va toucher bien-être, performance mentale dans le sport. On le met beaucoup au centre de ces débats-là. Le sport est encore au début de parler de santé mentale. Donc, souvent, on lui donne énormément de chapeaux. Ça peut venir mélangeant un peu pour tous, même pour le consultant aussi, de savoir comment naviguer avec ça, comment référer au bon moment. Donc, c'est quelque chose qu'on va aussi parler au cours de la journée. Pour revenir à qui je suis, peut-être un petit 30 secondes, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller en développement global d'étudiants athlètes à l'Alliance par études.
Donc, pas un intervenant directement. Je porte le chapeau de parler des différents enjeux de santé mentale pour les étudiants athlètes à l'Alliance. Donc, petite parenthèse. Si je vous parle rapidement des objectifs de la présentation, on veut justement clarifier le rôle du consultant en performance mentale pour vous. On veut vous partager, faire découvrir des stratégies utilisées dans le sport pour travailler avec l'anxiété de performance. On va aussi discuter de l'apport des intervenants psychosociaux comme vous dans une situation reliée à l'anxiété de performance. Comment il y a peut-être une collaboration pourrait être vue, comment votre travail, on croit, est super pertinent dans les situations qu'un étudiant athlète vit de l'anxiété de performance. Et tout au long, Philippe est là aussi pour partager son regard d'étudiant athlète, ce qu'il a vécu, sa compréhension de tout ça, pour vous aider à voir un peu la perspective d'un étudiant athlète. Donc, Jonathan, si je te passe la parole, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de qu'est-ce qu'un consultant en performance mentale? Oui, merci beaucoup, Sam. Donc, tout d'abord, peut-être que vous avez déjà entendu les athlètes, les étudiants athlètes parler de psychologue sportif. Moi, je tiens déjà à vous dire que je ne suis pas un psychologue clinicien. Souvent, les gens vont avoir tendance à appeler les consultants, consultantes en performance mentale des psychologues sportifs dans le sport, alors qu'on n'est pas des psychologues cliniciens. Certains peuvent l'être, certains ont cette dualité de rôle, ce qui est super là, pour le milieu. Puis, peut-être que vous avez déjà aussi entendu le mot préparateur mental, préparatrice mentale. Ça, c'est aussi un terme qui fait partie un peu, je veux dire, comme du joual sportif. Puis vraiment, là, depuis, je vous dirais, les 2 à 3 dernières années, le terme qui a été adopté par l'Association canadienne de psychologie du sport pour nous décrire ce type d'intervenant, c'est vraiment le terme consultant en performance mentale, consultante en performance mentale. Puis en gros, qu'est-ce qu'on est? Ça ressemble à quoi notre formation? De un, il faut avoir au minimum une maîtrise en psychologie du sport ou dans un domaine qui est connexe à ça. Les gens qui sont des consultants en performance mentale ont également suivi des cours en kinésiologie / sciences de l'activité physique. On a eu des cours aussi de psychologie, des cours de counseling. Puis, ces personnes-là aussi doivent faire un stage d'au minimum 400 heures qui est supervisé par un professionnel du domaine. Puis, aussi obtenir notamment des recommandations là, de clients qui ont eu, puis d'entraîneurs avec qui ont travaillé. Puis, comme je le disais tantôt, là, nous, en titre de consultants en performance mentale, on n'est pas tous des psychologues cliniciens, on n'est pas tous des counselors, des psychothérapeutes, etc. Il y a une espèce d'overlap, si on veut, entre les psychologues cliniciens, cliniciennes, counselors, psychothérapeutes, et aussi, j'ai oublié de mentionner les travailleurs sociaux et nous, les consultants en performance mentale. Puis, cet overlap, là, il est dans le sens que quand on parle de santé mentale, comme vous le savez, santé mentale, c'est un terme un peu parapluie. Puis en dessous de ce terme-là, on retrouve les concepts de maladie mentale et santé mentale. Maladie mentale étant toutes les conditions qui génèrent beaucoup de détresse là, chez les gens. Puis on peut penser à tous les troubles auxquels vous pouvez avoir en tête, là, par exemple la dépression, troubles alimentaires, etc. Puis maladie mentale, c'est plus axé vers ce qui est le bien-être émotionnel, psychologique et social d'une personne. Puis nous, à titre de consultant en performance mentale, on peut utiliser les habiletés mentales pour aider l'individu au niveau de son bien-être. Donc, il y a un peu là le overlap, si on veut. Mais moi, de mon côté, je ne peux pas diagnostiquer ni aider les gens, traiter les gens lorsque c'est vraiment des enjeux au niveau de la maladie mentale. On est, dans le fond, entraîné à, si on veut, remarquer les yellow flags, là, comme on dit, ou les red flags, pour être en mesure de référer après ça à une personne appropriée. Tantôt, quand Sam a commencé, dans l'intro, il mentionnait que le consultant en performance mentale est souvent vu comme la seule ressource dans le sport. Je vous dirais peut-être dans les 2 dernières années, là, on commence à voir aussi des psychologues cliniciens qui sont spécialisés dans le sport. Ça, c'est important parce que le sport, puis ça, on va en parler aussi aujourd'hui, là, mais c'est un peu différent que la vie normale là, avec monsieur, madame, tout le monde. Donc, il y a des nuances quand même importantes à tenir en compte. Puis ouais, je vous dirais, je définirais ça comme ça, notre formation, puis notre spectre de pratique. Là, pour vous donner des exemples sur c'est quoi des habiletés mentales, c'est bien évidemment, on peut penser à l'exemple classique de la fixation d'objectifs, mais il y a aussi la motivation, la confiance, la gestion du stress, de la pression. Ça peut être la gestion, par exemple, de douleur dans les sports d'endurance, par exemple. On utilise beaucoup même aussi la pleine conscience, qu'est-ce qui est acceptation, diffusion, l'attention dans le moment présent. Puis ça, c'est juste des exemples parmi tant d'autres, la planification de la performance, même la réflexion post-performance. Comment on fait pour apprendre à chaque fois? Donc ça, c'est juste des exemples. Puis encore une fois,
nous, notre rôle, pour ceux qui n'ont pas cette double dualité, d'être un praticien en santé mentale, par exemple, un psychologue clinicien et un CPM. Un CPM, en passant, c'est l'acronyme pour consultant en performance mentale. Je vais peut-être commencer à le dire vu que c'est un plus petit mot à dire. Ceux qui ont la double dualité peuvent, dans le fond, jouer les deux rôles, mais ceux qui sont seulement des CPM, nous, on n'agit pas au niveau de la maladie mentale. On peut supporter le bien-être des gens via l'entraînement des habiletés mentales. Puis, le rôle qu'on lui donne dans le milieu sportif, comme tu disais, Sam, tantôt, bien, souvent, les gens, ils vont penser que, vu qu'ils nous appellent des psychologues sportifs, ils vont penser que nous, bien, on peut traiter les gens qui ont des troubles alimentaires, par exemple, qui ont peut-être même des troubles encore plus avancés et plus complexes là, au niveau de la maladie mentale, mais ce n'est pas le cas. Donc, oui, c'est pas mal ça que j'aurais à dire. Je sais pas merci beaucoup pour ce tour, Jonathan. Je pense que ça clarifie le rôle, la formation, toute cette ambiguïté-là au début que tu as nommé à travers les noms qui ont changé aussi un peu avec le temps, ou des fois que c'était seulement le milieu qui les nomme d'une différente manière. Dans le premier webinaire, on avait d'ailleurs mentionné certaines ambiguïtés des fois d'un étudiant athlète qui pourrait nommer « Ah, moi, je vois déjà un psy, mais… dans le fond, ce n'est pas un psy qui voit, c'est un préparateur mental, puis ça devient un peu compliqué. Un consultant en performance mentale. Oui, exactement. Puis de ton côté, Philippe, si je peux passer la parole, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi, comme étudiant athlète, d'être peut-être incertain du rôle que portait le consultant en performance mentale? Oui, 100%. En fait, j'ai commencé à voir un CPM c'est plutôt dans ma carrière, quand mes troubles d'anxiété ils ont commencé. Mais justement, comme tu disais, le rôle n'était pas, dans ma tête, n'était pas très bien défini. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et à cause de ça, j'ai pas pris le processus très au sérieux, puis ça n'a pas été un processus qui m'a aidé. Et c'est pour ça que plus tard, justement, j'ai commencé à avoir un psychologue clinicien. Euh, mais je pense que pour nous, pour l'équipe en général dans laquelle je pratiquais, un CPM n'était pas quelque chose qu'on connaissait, puis qu'on les rôles qui avait pour les athlètes, on ne savait juste pas. Donc, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup aussi, même à l'intérieur du milieu sportif, d'un milieu à l'autre, des fois, il y a une incompréhension ou une priorisation de la performance mentale à l'intérieur du sport. Il y a des sports qui vont mettre ça beaucoup de l'avant, d'autres puis on sent beaucoup d'influence des fois de l'entraîneur par rapport à ça. Mais je pense que dans les dernières années, ça ressort énormément. Donc, on voit de plus en plus de consultants en performance mentale travailler avec le milieu aussi. Même, comme Jonathan, tu le nommais, il y a aussi de plus en plus de cliniciens qui sont amenés à travailler avec le milieu sportif. Ouais. Mais oui. Si on passe à la prochaine diapositive. Anxiété performance, comme je l'ai dit plus tôt, on ne le définira pas en tant que tel, on n'ira pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais pour qui est touché, d'abord, si je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, c'est quelque chose qui a une espèce de flou autour parce que souvent, l'étudiant athlète va nommer qu'il fait de l'anxiété de performance parce qu'il ressent aussi un stress relié à la compétition pendant, avant, après. Donc, il y a toute cette question-là de est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment trop? Il y a tout ce questionnement-là qui vient autour. Peut-être, Jonathan, tu peux me parler aussi de comment on l'utilise, à quoi ça sert aussi dans le sport, de l'anxiété de performance. Puis avant de mentionner ça, tu as juste clarifié les trois raisons fondamentales pourquoi on voit l'anxiété de performance dans le sport, pour reprendre comment on définit le tout. La première, c'est parce que c'est important pour la personne. Le mot en anglais qui me vient en tête, c'est que les gens care à propos de ce qu'ils font. Puis dès qu'on care à propos de quelque chose, que c'est important pour nous, ça va générer une forme d'anxiété en nous. Puis la deuxième raison pourquoi les gens sont amenés à vivre ça, c'est parce que le résultat, il est incertain et imprédictible. On n'a aucune idée de ce qui va arriver. On s'est entraîné tellement fort pour la dite situation, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Puis juste le fait que ça soit incertain, imprédictible, ça, encore une fois, ça va générer une quelconque forme d'anxiété. Puis, la dernière raison parfois qu'on peut voir aussi, c'est quand il y a un déséquilibre qui est perçu ou réel entre les demandes d'une situation et la capacité à la personne à répondre à ces demandes-là. Par exemple, là, puis Phil, tu me diras si toi, tu as déjà vécu ça ou non, là, mais des affaires qu'on voit parfois. Là, c'est admettons qu'un étudiant athlète est habitué de compétir au niveau provincial, puis là, va vivre sa première compétition nationale. Ou l'inverse,
à petite compétition au niveau national, mais va vivre sa première compétition au niveau international. C'est le même sport, c'est les mêmes demandes. On ne demande pas, mettons, tu es un athlète en plongeon, on ne demande pas de faire du patinage artistique soudainement avec des nouveaux équipements. Mais juste à cause du changement de niveau, ça crée un déséquilibre qui est Ouais. perçu. Ouais. Puis c'est les enjeux aussi qui deviennent de plus en plus gros au fur et à mesure que tu montes les niveaux, là, je dirais. Puis en tout cas, moi, au niveau de ma carrière, j'ai jamais été préparé à comment, excusez-moi pour l'anglicisme, mais à dealer avec ces nouveaux gros enjeux-là. Euh, Fait que c'est pour ça qui a apporté justement mon niveau d'anxiété à monter au fur et à mesure que je montais ces niveaux-là, là. C'est pour ça que je dis souvent que mes meilleurs moments dans le sport que j'ai vécu, c'était avant que je rentre sur le niveau international, une fois que les enjeux étaient plus bas, puis j'étais capable d'être plus moi-même durant la compétition, là. Merci beaucoup. Puis pour revenir à ta question, Sam, l'être humain, fondamentalement, on est wired pour survivre. Puis, ben, le stress, l'anxiété, c'est un peu comme un détecteur de fumée, là. Puis tous ces dangers perçus ou réels qu'on ressent, mais ça déclenche ce détecteur-là en nous. Puis à quoi ça sert? Ben, ça sert à nous activer, ça nous prépare pour la situation soit qu'on est dans laquelle on est en ce moment, ou même qu'on s'apprête à vivre. Si on peut parler, notamment en lien avec le sport, là, ben, ça augmente notre fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, ça fait en sorte qu'on a plus de sang dans nos muscles, qu'on a plus d'oxygène en nous, ça nous rend plus éveillés, ça nous rend plus focus sur ce qu'on a à faire, ça augmente l'effort, des choses comme ça, la concentration. Donc, moi, j'aime bien comparer ça un peu à. C'est comme la potion magique d'Astérix, d'une certaine façon. Jusqu'à un certain point, comme on Jusqu'à un va certain l'explorer point. aujourd'hui. Jusqu'à un certain point. Et justement, souvent, le modèle qui est utilisé pour présenter ça, c'est souvent comme le U inversé ou la cloche qui, dans le fond, ce stress-là nous permet de faire des performances. Puis je pense que dans le sport, on le valorise un peu plus parce qu'on voit, je pense que chaque athlète a vécu que quand tu as une bonne zone de stress, tu fais des performances qu'à l'entraînement, tu n'es pas capable d'accomplir. Puis tu ressens, puis un coup tu ressens ça, ça vient normaliser un peu l'anxiété de performance. Mais il arrive aussi cette limite-là que je vis une compétition que je ne suis vraiment pas stressé, je ne la trouve pas importante, je laisse un peu aller les choses, puis là, c'est plus difficile. Puis on voit aussi d'autres périodes que, ah mon Dieu, je me suis mis tellement de pression, je vois que je veux atteindre le top 3, puis si ça ne marche pas, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Euh, Moi, pour rebondir un peu là-dessus, Philippe, je ne sais pas si tu peux nous parler, tu nous parles des compétitions internationales qui, là, ont apparu peut-être des plus de difficultés pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de quand est-ce que tu as peut-être plongé dans cette limite supérieure de l'anxiété? En fait, c'est toutes les compétitions qui étaient, je te dirais, où il y avait des enjeux étaient plus importants. Par exemple, pour moi, ça serait les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, toutes les compétitions pour lesquelles c'était une qualification pour d'autres compétitions. Par exemple, la Coupe du Monde en 2021, c'est une qualification pour les Jeux olympiques. Puis dès qu'il y avait cet enjeu-là, puis que le résultat allait déterminer mon futur, quoi que ce soit, c'est là que l'anxiété devenait vraiment, était trop élevée. Tu sais, puis ça venait vraiment ruiner ma performance, là. Puis un des moments qui m'a marqué, là, c'est quand j'étais sur le tremplin durant la Coupe du Monde à Tokyo. Là. Ça, c'était la première qualification pour les Jeux olympiques. Et on dirait que je sentais même pas mon corps, puis ma vision était embrouillée, puis j'étais sur le tremplin, puis je suis comme, tu sais, oui, je suis supposé être stressé, c'est normal, mais je suis rendu à un point où je peux même pas performer comme je l'aimerais. Mais toutes les compétitions où il y avait, je dirais, un niveau de performance, un niveau de compétition assez élevé, par exemple les séries mondiales, donc j'étais vraiment contre les meilleurs plongeurs au monde. Par contre, ici, le seul enjeu, c'était monétaire, il y a de l'argent à gagner. C'est vraiment dans ces moments-là que je performais du mieux que je pouvais, justement, parce que mon niveau de stress n'était pas très élevé. Il était juste, comme tu dis, à le parfait, la perfect zone là, dans le milieu. Puis, tu sais que je suis juste curieux, le fait que tu mentionnes des choses intéressantes, ça se peut-tu que pour toi, l'argent, c'était moins important que ta qualification olympique? Ah ouais, ça, 100%. Pour moi, les séries mondiales où le seul enjeu, c'était l'argent, c'était vraiment là que je performais le mieux, là. C'est sûr que le format de compétition était différent aussi. On était seulement 6 à 12 plongeurs versus une Coupe du Monde où tu peux être 50 plongeurs. Donc, l'approche que tu prends pour performer est différente. Mhm. Euh, mais je te dirais qu'à chaque fois que ça avait un impact futur sur quelle compétition j'allais faire, où j'allais être, comment j'allais être considéré en tant qu'athlète. Là. Pour un athlète amateur, les Olympiques, c'est vraiment le top du Mhm. top. Puis il y a beaucoup d'athlètes amateurs qui disent si je ne fais pas les Olympiques,
C'est quasiment si je n'étais même pas un bon athlète, là. Donc, on se met beaucoup de pression pour atteindre ces échelons qui sont de plus en plus élevés, là. Mhm. Donc, juste là, pourquoi je pose la question, je fais exprès, là. Je fais un lien avec ce qu'on a dit tantôt, là. Tu sais, toi, ton importance, tu carais plus à propos de cette sélection-là qu'à propos de l'argent, puis ça fait en sorte que ça générait plus d'anxiété. Ouais, ouais. D'une En fait, certaine façon, il y a d'autres variables, là, ouais. mais c'en Mais est une. à Je la voudrais base, je savoir. suis jamais rentré dans le plongeon pour le côté monétaire, là. On Ouais. s'entend, je serais rentré en Ouais. tennis ou en golf ou en hockey, là. Mais ouais, 100% les enjeux pour moi étaient vraiment les qualifications puis ces Mhm. choses-là, là. Mhm. Peut-être, Philippe, tu sais, dernier point sur cette diapositive-là, on parle, c'est quoi que l'anxiété de performance est particulier dans le sport? Je crois comprendre que tu en as vécu dans d'autres sphères de ta vie aussi, de l'anxiété de performance. Qu'est-ce qui a apparu qui était différent ou qui serait important de comprendre au niveau sportif qui serait différent du milieu scolaire, par exemple? Qu'est-ce qui serait différent? Ben, est-ce que je peux apporter les similarités en premier? Peut-être que Oui. ça va aider, là. C'est sûr que c'est à l'école comme au sport, pour moi, les deux, c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc, les deux, je voulais donner mon 100%. Déjà, ça, à la base, c'est très difficile à faire, là. Euh, mais il y avait une question de surpréparation quasiment. Donc, moi, quand j'arrivais avant un examen, je voulais être sûr que quand j'arrivais à l'examen, j'étais capable de tout répondre aux questions. Et pour faire ça, j'allais étudier 20 heures, 25 heures, 30 heures, même si j'étais surpréparé, juste pour éviter de manquer une question ou d'éviter d'être mal préparé à une question. Je me surpréparais, puis ça, c'était une grande source de stress pour moi. Puis au plongeon, c'était un petit peu la même chose. Tu sais, c'est quelque chose qui est basé sur le résultat. Tu arrives là, tu fais ta compétition, puis après ça, c'est fini. C'est comme un examen. Donc, la préparation en vue d'atteindre ce résultat-là était le même à l'école et dans le sport. Puis les deux apportaient leur source de stress. C'est juste que la façon dont tu te prépares est très différente l'un des l'autre. Tu sais, en plongeon, tu peux vouloir plonger 7-8 heures par jour, mais ça va juste apporter des blessures. Mais étudier, par contre, je suis capable de faire 7-8 heures par jour très, très, très facilement. Euh, donc, ça apportait ces différences dans ce côté-là. Mais je te dirais que le résultat final était le même dans les deux, là. Puis la cause d'anxiété était la même pour les deux. C'était vraiment le résultat. Intéressant. Et je me questionne sur les attentes que tu ressentais. Tu sais, j'entends beaucoup d'attentes envers toi-même là, en ce Mhm. moment. Est-ce que dans le sport ou à l'école, il y avait des attentes externes qui étaient différentes ou qui rajoutaient à cette pression-là que tu te mettais? Ben, je ne dirais pas que c'est des attentes de mon entourage, c'était vraiment des attentes sur moi-même. Tu sais, par exemple, je savais que j'étais capable d'avoir un 95 dans mon examen, alors pourquoi est-ce que je devrais essayer d'avoir moins? Tu comprends? Mm. Puis au plongeon, c'est la même chose. En 2016, j'étais un Olympien, donc en 2020, je serais capable de refaire les Olympiques, puis je vais être content avec rien de moins. Tu comprends? Puis c'était comme cette mentalité-là que plus j'allais haut dans les échelons, plus je voulais rester à cet échelon-là. Puis je me mettais beaucoup de pression justement à essayer d'atteindre toujours la perfection, disons, là. Merci, c'est vraiment intéressant. Euh, Justement, tu sais, on parle de ces difficultés-là. Jonathan, si tu veux peut-être nous parler de comment, comme consultant en performance mentale, c'est quoi tes options? On s'entend qu'on a très peu de temps pour faire le tour de Mhm. tout, mais tu sais, de donner peut-être une perspective de c'est quoi les stratégies utilisées par le consultant en performance mentale pour aider un athlète qui vit ces difficultés-là. Mhm. Mhm. Donc ici, je vous ai mis un éventail de stratégies, puis il y en existe d'autres là, qui peuvent être utilisées. J'ai mis les principales que de mon côté, moi, j'utilise comme CPM. Puis la première, je veux juste passer au travers quelques-unes sans donner des exemples comme longs, là. Changement de perception. Ici, ben, on fait référence notamment au fait que les gens, ben, il existe un peu comme deux paires de lunettes, si on veut, avec lesquelles on peut voir une situation donnée. Puis parfois, les gens vont peut-être pas décider consciemment, là, mais parfois, ils vont voir une situation comme un danger ou une menace. Puis dès qu'on met cette paire de lunettes-là, puis qu'on rentre dans une situation où on pense comme ben, ça va générer en nous des pensées, des émotions, des sensations liées au fait qu'on pense que c'est un danger ou une menace. À l'inverse, on peut voir la situation comme une opportunité, un privilège, une célébration, un honneur, euh, d'avoir la chance de faire ça. Puis ça, ben, encore une fois, ça va générer des pensées, émotions, sensations qui sont différentes. Donc, moi, de mon côté, je fais beaucoup de travail avec les gens pour les aider, les outiller
à changer leur perception de ces situations-là. Puis on peut même aussi parler de changer notre perception du stress/anxiété. Tu sais, à la place de voir le stress, l'anxiété comme un ennemi qui va nous nuire, puis que parce que je me sens anxieux, je suis encore plus anxieux, ou parce que je suis stressé, je me sens encore plus stressé, bien, on peut voir le stress/anxiété comme étant quelque chose qui me propulse vers ma performance, qui m'aide. Tantôt, on en a parlé, là, il y a des effets bénéfiques à ça. Donc, on peut changer notre perception, puis on peut faire du travail là-dessus. Tantôt, je vous ai mentionné que une des troisièmes raisons pourquoi on peut ressentir de l'anxiété/du stress, c'est quand on ressent un déséquilibre qui est réel ou perçu entre les demandes d'une situation et notre capacité à nous à répondre à ces situations-là. Donc, la deuxième stratégie, d'aider l'athlète à se rappeler pourquoi est-ce qu'il peut ou elle peut répondre aux demandes de la situation. Ça, c'est très important parce que souvent, proche d'un événement où les enjeux sont grands, par exemple, Phil, avant une sélection olympique, est en Coupe du monde, puis comme il sait que ça compte, bien, peut-être que Phil, même s'il a fait un an d'entraînement pour se préparer à ça, puis mettons qu'il y a eu un mauvais entraînement, il est arrivé une petite affaire dans un entraînement quelques jours avant, bien là, ça se peut que soudainement, il doute. Puis là, il est comme, oh my God, est-ce que je suis prêt pour ça, moi? Est-ce que je suis prêt? J'ai aucune idée. Puis des fois, ils ont tendance à se concentrer très short-term à l'approche d'un grand événement. Fait que le fait de les aider à se rappeler, puis ici, je fais référence vraiment à l'auto-efficacité, puis les différentes sources ici qu'il y aurait là, qui peuvent alimenter ça. On parle de la préparation. C'est quoi qu'ils savent par rapport à leur préparation? Qu'est-ce qu'ils savent par rapport à les succès antérieurs qu'ils ont vécu, par rapport au soutien social, par rapport aussi à leur façon de répondre à l'adversité. Puis aussi, ben, qu'est-ce qu'ils savent par rapport à leurs connaissances puis leurs skills, leurs habiletés. Donc, il y a ça. Diffusion, ça, c'est lié à la pleine conscience. Donc, l'habileté à être capable de créer une certaine distance entre les pensées non productives, douloureuses, déplaisantes qu'on peut vivre et nous. Parce que parfois, ben, ils vont être dans notre face, ces pensées-là. Puis, ben, on va voir le monde, la réalité, teintée par ces pensées non productives, douloureuses, déplaisantes. L'acceptation, d'être capable d'accorder de l'espace, de s'ouvrir à ces expériences intérieures. Par exemple, quand on parle d'anxiété, de s'ouvrir à qu'est-ce que moi je ressens quand je suis anxieux, puis d'être correct avec ça. Que c'est correct si je ressens ça. Puis ça, encore une fois, il y a plein d'exercices qui peuvent être faits à ce niveau-là. Donc, au lieu d'essayer de se battre contre ça, ici, avec l'acceptation, on vise vraiment à s'ouvrir à cette expérience-là, puis la laisser être à côté de nous. Si je reprends l'exemple de Phil, si Phil est anxieux sur le tremplin, bien, c'est correct que l'anxiété soit avec moi sur le tremplin en ce moment. C'est correct pendant que je tords mon chamois, que l'anxiété est avec moi aussi en ce moment-là. Finalement, dans mon dernière stratégie, de diriger l'attention vers le moment présent. Moi, je vois ça un peu comme une matrice. Bien, il y a plein d'affaires. C'est là la pleine conscience aussi, là, mais il y a des éléments dans une performance qui sont importants, d'autres qui ne sont pas importants, puis il y en a qui sont contrôlables, d'autres non contrôlables. Donc, d'aider l'athlète, l'étudiant-athlète, à diriger son attention sur qu'est-ce qui est important et contrôlable dans cette situation spécifique. Puis ça va être dynamique aussi comme grille. Parce que, par exemple, Phil s'apprête à faire son plongeon, bien, il y a des choses qui sont importantes et contrôlables pendant qu'il s'apprête à faire sa démarche sur le tremplin. Quand il sort de l'eau, ces choses-là sont plus importantes et contrôlables. C'est peut-être d'autres choses qu'il doit faire en ce moment dans la situation donnée. Donc, c'est une grille qui est très dynamique dans le temps, mais d'aider les athlètes à identifier ces choses-là pour qu'ils mettent leur attention là-dessus. Parce que quand ce n'est pas contrôlable puis on met notre attention sur ça, comme vous le savez si bien, ça génère encore plus de stress et d'anxiété. Puis finalement, bien, la respiration, ça nous permet notamment de réguler notre niveau d'éveil. Donc, des fois, le stress, l'anxiété, ça va faire en sorte qu'on est très éveillé, puis on est peut-être trop éveillé pour la tâche qu'on a à faire. Je vais prendre l'exemple, mettons, du tir à l'arc. Si moi, mon niveau d'éveil est à du 9 sur 10, puis je suis bien excité, puis je gigote, bien, peut-être que ma flèche, elle va aller partout pendant que je vais tirer. Donc, peut-être qu'un sport comme ça, bien, ça mérite un niveau d'éveil qui est un peu plus bas. Puis avec la respiration, bien, on peut aider les gens à faire ça, puis ça peut aussi aider les gens à se recentrer dans la situation donnée. Voilà. Merci, Jonathan. Un beau tour rapide. Je me tourne vers toi, Philippe. Est-ce que de ton côté, tu nous as parlé que tu as travaillé un peu avec un consultant en performance mentale, tu as aussi travaillé avec un psychologue par la suite pour aider avec ton anxiété de performance. Est-ce que tu vois des choses là-dedans qui t'ont aidé ou que tu as essayé ou peut-être même autre chose qui pour toi a fonctionné? Oui, mais en fait, la respiration, c'est sûr qu'en compétition, c'était une des grandes affaires que j'essaie de contrôler, de diriger mon attention vers ce qui est contrôlable. Comme tu disais, j'essaie de passer justement aux corrections que mon entraîneur me disait. Mais qu'est-ce qui est drôle, puis qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est que même si un plongeon, qu'en pratique, j'ai un taux de réussite de 95%,
juste le fait qu'il y ait ce 5%-là que je puisse le manquer, c'est vraiment sur ça que je me concentrais durant la compétition ou que ma tête allait directement vers ça. Puis je n'étais pas capable de changer mon. Tu sais, je n'étais pas capable de me dire, ah, mais voyons donc, 95% quand tu fais la pratique, tu sais, c'est clair qu'en compétition, peut-être les chances vont être 90-95% de l'avoir, mais je n'étais pas capable de focusser sur ça. Vraiment, mon attention allait directement vers le 5%. Qu'est-ce qui arrive si je manque le plongeon? Qu'est-ce qui arrive si je tombe en bas de la planche? Tu sais, tous ces scénarios de désastre, c'est vraiment sur ça que ma tête allait directement vers ça. Puis la respiration, ça m'aidait un peu, mais j'aurais aimé avoir d'autres trucs pour être capable de vraiment, ou un processus mental pour être capable de dealer avec ces choses-là. Sinon, quand j'ai commencé à travailler avec mon psychologue, justement, c'était vraiment de la thérapie d'exposition, donc me mettre dans des situations où j'allais être anxieux. Par exemple, à la place d'étudier 25 heures pour un examen, il me disait étudie 10 heures, vois comment ça va. Puis tu sais, si le résultat, il n'est peut-être pas un 95, mais un 85, un 80, tu vas voir que tu vas quand même être content avec le résultat, puis ça ne sera pas la fin du monde. C'est quelque chose que je pouvais moins faire en plongeon, évidemment, parce que quand tu as 6 plongeons en compétition, si tu en manques un à l'international, ben, c'est fini pour toi ta compétition, là. C'est peut-être justement une des raisons pourquoi j'étais autant anxieux en compétition. Je le savais qu'un plongeon qui n'allait pas bien, mais pour ta qualification olympique est partie, en gros. Mais justement, j'étais vraiment pas capable de me concentrer sur les aspects positifs puis comment ça pouvait bien aller. Mon cerveau allait toujours directement, puis c'était comme ce nuage noir qui était dans ma tête en constance là, pendant que j'étais en compétition. Puis, Phil, si tu avais à quantifier en pourcentage, combien de ton attention tu dirigeais vers le futur? Mettons sur une échelle de 1 à 100, quand tu étais en compé comme ça. Oh, je te dirais 90%. 90%. Ah ouais, Puis, non, c'était vraiment présent comme constamment là, dans ma tête. ouais, Même en examen, c'est la même chose. Je me disais, si je manque cet examen-là, si je manque ce cours-là, ben là, peut-être que je ne vais pas être capable de rentrer dans le programme que je veux. Tout mon futur va être changé. C'était vraiment des pentes qui étaient très glissantes, là, je te les pentes dirais. fatales. Là. Des pentes fatales, exactement. Puis en Ouais. plongeon, c'est la même chose. C'est comme, ah, mais là, si je ne me qualifie pas pour les Olympiques, ben, je ne suis pas un bon athlète. Puis toutes ces choses-là qui se déroulent dans ma tête. Puis c'était vraiment, en compétition, c'était vraiment la seule chose qui j'étais pas capable d'arrêter. C'est des pensées que je Mhm. n'étais pas capable de contrôler. Puis c'est ça qui faisait peur, là. Puis, c'est pour ça aussi, tantôt j'ai parlé de diffusion, ben, en lien avec la pleine conscience, puis comme vous le savez déjà là, sur l'appel, de comment on ne vise pas à contrôler ces choses-là. Mhm. On vise juste à changer notre relation par rapport à ces Ouais. expériences-là. Mhm. Puis tu dis 90% dans le futur, mais je suis content que tu parles de ça, puis que tu as mentionné un chiffre aussi. Je me doutais que ça allait être un chiffre aussi de la façon que tu discutais, là. Mais c'est juste pour montrer aux intervenants sur l'appel que c'est important d'essayer d'outiller les étudiants peut-être à revenir vers le présent. Parce que la plupart du temps, c'est ça. L'attention, notre machine, c'est une belle machine à voyager. Notre tête est une belle machine à voyager dans le temps. Puis on se promène en titi dans notre tête. Puis on peut voir que même si physiquement il plonge dans le présent, il y avait 90% de sa tête dans le futur pendant qu'il plongeait. Puis ça génère encore Ouais. plus d'anxiété, bien évidemment. Puis, tu sais, les pensées, est-ce que, Phil, c'est fair de dire que les pensées de ah, puis là, puis ça, c'est-tu quelque chose qui était important et contrôlable dans le moment, juste avant que tu plonges? Non, non, pas du tout. Non. Hein? Pas du tout. Fait que le fait, mettons, de faire une grille comme ça, là, puis de cibler justement, à vous, cette pensée-là est dans quelle grille à ce moment-là? Bien là, ça facilite ça facilite le fait que l'étudiant en fait est capable justement de diriger son attention au bon endroit, le quote en quote. Merci, les gars. Très intéressant. Ça m'amène un peu vers le prochain point. Pourquoi aujourd'hui, on parle aux intervenants, puis on parle aussi que les étudiants athlètes, ben, il y en a beaucoup qui vont travailler avec des consultants en performance mentale. Ça nous amène à la question pourquoi une ressource psychosociale en plus d'un consultant en performance mentale ou pourquoi une ressource psychosociale pour travailler avec un étudiant athlète qui vit de l'anxiété de performance. Peut-être pour commencer cette discussion-là, Philippe, si tu peux nous parler de qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher d'autres ressources, finalement d'avoir travaillé un peu d'un côté, d'avoir décidé d'aller chercher des ressources d'un autre ordre. Mais de mon bord, c'est vraiment au début, quand j'avais vu un CPM à la base, c'est quand je commençais à être sur le niveau international, puis je voulais avoir des techniques pour justement gérer cette nouvelle source de stress.
Mais je te dirais qu'à cause du centre d'entraînement dans lequel j'étais, pour les entraîneurs, c'était pas une ressource qui était si importante que ça. Donc, tu sais, pour eux, c'est l'entraînement qui était priorité. Donc, le temps que tu prenais pour aller voir ces ressources psychosociales-là, c'était si tu avais du temps supplémentaire. Tu vois, mais après ça, en 2020, 2019, quand la COVID est arrivée, c'est là que je me suis dit, OK, là, tu sais, les Olympiques de Tokyo sont repoussés, tout mon plan scolaire est chamboulé. Je veux avoir quelqu'un pour me supporter à travers ce processus-là. Et c'était le premier moment où je me disais, je veux vraiment que ce soit quelqu'un que je vais voir régulièrement, puis qui va pouvoir suivre mon processus un peu. Puis cette mentalité-là, je ne l'avais pas la première fois que j'ai vu un CPM. Justement parce que mes entraîneurs me disaient, tu sais, Mathis, c'est une heure à la fin de ta journée, c'est là que tu iras le voir et seulement à ce moment-là. Euh, mais justement, quand la COVID est arrivée, je me suis dit, je vais vraiment prendre ce temps-là pour moi et faire en sorte qu'il reste à côté de moi durant mon processus. Et c'est justement une faute que j'ai faite la première fois quand j'ai vu mon CPN. Puis c'est sûrement cette raison-là que ça n'a vraiment pas marché avec lui. Mais bref. Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes. Tu sais, moi, je vois plusieurs choses. Au bout de la ligne, quand un étudiant athlète va voir un intervenant, il faut qu'il soit prêt aussi. C'est quelque chose qu'on mentionne beaucoup dans le milieu, c'est d'avoir l'opportunité d'avoir plusieurs options. Je pense qu'aussi simple que ça, le milieu sportif n'est pas en mesure souvent d'offrir plus d'un intervenant sur le milieu. Donc, déjà là, d'avoir plusieurs options, pour moi, c'est déjà super important parce qu'il faut que ce soit le bon moment, la bonne personne, arriver avec la bonne attitude. Donc, déjà là, c'est compliqué d'aller demander de l'aide. Donc, ces Ouais. options-là sont tellement importantes. Euh, Puis, ce que je vois aussi, c'est que si moindrement ton milieu sportif n'encourage pas d'aller chercher de l'aide, mais peut-être qu'une ressource un peu plus éloignée du cadre de l'entraînement, d'aller chercher une ressource qui est moins en communication, a une pertinence. C'est un peu ça que j'entends de ton côté. Moi, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Sinon, en termes de excusez, je me perds un peu dans mes idées, mais quand tu es allé chercher de l'aide de ton côté, Philippe, est-ce que tu t'es senti plus à l'aise avec cette personne-là? Est-ce qu'il y a des choses qui, en travaillant avec, étaient vraiment différentes ou répondaient plus à tes attentes? Mais une chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est que j'avais travaillé peut-être une semaine ou deux avec une psychologue qui était à l'Institut national du sport. Et justement, ça n'avait pas marché. Puis après ça, j'avais été à l'externe justement pour chercher de l'aide. Ça n'a jamais été en sorte, j'essaie de me cacher de mes entraîneurs. Tu sais, je veux vraiment créer ce divergent-là parce que j'ai vraiment été honnête avec mon entraîneur. Je me dis, tu sais, je vois un psychologue externe, ça va prendre du temps de ma pratique. Puis c'était durant la COVID, je pense que mon entraîneur, il y a eu comme il a vu que clairement, ça allait pas bien de mon bord, puis qu'il me fallait de l'aide additionnelle pour être capable de performer comme il voulait que je performe et comme moi, je voulais que je performe. Euh, donc, aller chercher de l'aide à l'externe, justement, c'était pas pour essayer de cacher tout ça du centre d'entraînement. Euh, mais comme tu dis, avoir une panoplie de ressources ouvertes, parce que justement, avec une personne, ça ne peut pas marcher comme je vous l'ai mentionné, là. Mais d'aller voir justement une personne qui était à l'externe, ça m'a vraiment permis de créer cette séparation-là un peu entre le centre d'entraînement, puis après ça, je revenais chez nous, puis là, je pouvais avoir mon moment avec mon psychologue et non d'aller le voir justement dans mon centre d'entraînement. Pour moi, il fallait que je crée cette sorte de dissociation-là, désolé. Ah, super intéressant. Puis, une des choses qu'on voit, peut-être tu pourras venir nuancer puis en parler un peu, Jonathan, mais le consultant en performance mentale, souvent, le mandat qu'il va recevoir à l'intérieur du milieu sportif va être d'accompagner des athlètes vers la performance, qui inclut aussi de prendre soin de son bien-être, mais il y a comme toujours cette idée-là d'un mandat qu'au bout de la ligne, c'est pour aider Philippe à avoir de meilleurs résultats de plongeon. Est-ce que ça peut être une difficulté comme consultant en performance mentale de vraiment séparer bien-être, performance? Je ne pense pas que ça peut être une difficulté parce que les deux vont ensemble. C'est un étudiant qui est heureux, heureuse, puis qui prend soin d'elle ou de lui, ben, ça, c'est un étudiant athlète qui va performer tant à l'école que dans le sport. Puis
je vous dirais que les bons CPM, ben, ils s'assurent de travailler de façon holistique, puis pas juste en silo, mettons, sur la performance, parce qu'on est tous humains, là. Mais c'est sûr, ça, peut-être aller en parler tantôt, Sam, là, mais je tiens à dire à tout le monde sur l'appel qu'on peut travailler en complémentarité. Puis que c'est pas parce que, puis là, peut-être Sam, je te vole un point, je m'excuse, mais Non. c'est important que vous sachiez sur l'appel tout le monde là, que si vous entendez un étudiant ou une étudiante athlète travaille avec un CPM ou une CPM, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez juste dropper l'étudiant comme ça, puis OK, il est good, puis ça finit là. Parce que ensemble, on peut élever. Encore une fois, vous avez une expertise que nous, on n'a pas. Donc, tantôt, je parlais, là, moi, je ne peux pas travailler sur ce qui est lié à la maladie mentale. Puis, santé mentale, je peux en faire un petit peu au niveau des habiletés mentales, mais encore là, c'est vous autres qui êtes un peu plus les experts de la santé mentale. Donc, c'est important de savoir qu'on peut faire ce travail interdisciplinaire, puis avec le consentement de l'étudiant athlète, mais on peut aussi travailler ces deux intervenants-là ensemble pour s'assurer que les services qu'on offre ben, soient optimaux, puis qu'on peut vraiment élever d'une certaine façon tant la santé mentale que la performance de cet individu devant nous. J'aimerais rajouter que de mon bord, une fois que j'ai travaillé sur le côté de santé mentale, justement avec mon psychologue, puis ça a pris quelques mois, une année ou deux, voire même, les performances après ça, ils vont suivre. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué à l'école, là, surtout parce que justement, je suis plus dans le monde du plongeon. Mais une fois que je me sentais plus à l'aise et moins anxieux à étudier pour un examen, le processus d'étude est devenu beaucoup plus facile, puis aussi faire les résultats à l'école, ils ont suivi. Tu sais, maintenant, j'étudie peut-être 2 fois moins qu'avant, puis je suis capable d'avoir les mêmes résultats. Donc, c'est juste à voir que justement, l'amélioration dans ma santé mentale a été capable de, justement de se traduire dans mes résultats scolaires, puis j'en doute pas que ça aurait été la même chose au plongeon. Parce que comme vous disiez, tu sais, trop de stress, ça nuit. Pas assez de stress, ça nuit aussi. Il faut vraiment trouver le milieu là, qui est le sweet spot, là. Mais oui, merci pour vos points, les gars. En effet, je pense que de mon côté aussi, je vois quand même une belle possibilité de collaboration, puis que les deux milieux sont tellement liés ensemble. Et aussi, de penser que l'anxiété de performance que l'étudiant athlète va vivre, mais il y a tellement de choses qui sont autour de ça, tous les enjeux personnels qui, des fois, vont être plus difficiles à parler dans son milieu sportif. D'aller parler à son CPM qu'il trouve ça difficile d'être rendu dans un appartement tout seul ou qu'il trouve ça difficile parce qu'il vient de se séparer de sa conjointe ou son conjoint. Tous ces enjeux-là sont difficiles à amener aussi dans le milieu sportif, mais vont venir aussi, comme un étudiant normal, affecter son quotidien. Puis que ça va être difficile de partager ça dans le milieu sportif, qu'on est en mode souvent de montrer qu'on est on est fort, qu'on peut se faire sélectionner, qu'on veut montrer à l'entraîneur qu'il peut avoir confiance en nous. Fait que, tous ces enjeux-là sont difficiles à séparer quand on est dans le milieu sportif. Puis, je pense que ça peut être un bel ajout d'un intervenant de venir accompagner l'athlète avec ça. Si on poursuit, je vois que le temps avance. Peut-être un petit point ici là, que je vais vous envoyer la présentation par la suite de l'événement, mais un peu de facteurs de risque, des difficultés qui peuvent être reliées aussi à l'anxiété de performance, surtout dans le milieu sportif. Étant donné le sujet aussi, comme je le nommais au début, qui n'est pas super clair au niveau de la recherche, ce n'est pas toujours super bien défini. On va mélanger aussi anxiété générale aussi. Donc, peut-être des petites nuances à penser, mais athlète blessé, ça touche ce que Jonathan nommait tantôt on est moins confiant de comment on va performer, on doute tout ce qu'on a fait avant, on est incertain dans notre préparation, donc ça va rajouter à ça. Comme je nommais là, vivant une ou deux difficultés dans leur vie. Donc, c'est vraiment, au niveau de la recherche, on le voit aussi que c'est quelque chose qui est présent. Dans le fond, le fait que dans notre vie personnelle, on a quelque chose qui arrive, qui vient nous impacter, bien après ça va affecter notre préparation, puis on va venir à augmenter notre anxiété de performance. Donc, différents autres points aussi qui peuvent être là. Les sports jugés sont mis de l'avant aussi. Philippe en a vécu un. On est très proche des résultats, très, très proche on se fait regarder, on est noté. Et ça de manière quotidienne. Donc, c'est sûr que ça rajoute un stress de plus sur l'étudiant.
Petit point à retenir, un peu de points à retenir. Ensuite, on aura une dizaine de minutes pour des questions pour ceux qui en ont. Mais on a parlé beaucoup du consultant en performance mentale, qui est un rôle qui est très présent dans le milieu sportif. Rappelez aussi que ce n'est pas tous les étudiants athlètes qui ont accès à un consultant en performance mentale. Ça reste une ressource qui n'est pas toujours accessible. Mais se rappeler que le consultant est là pour le bien-être et la performance de l'étudiant athlète. Il faut, comme intervenant, on vous encourage à reconnaître le besoin de performance chez l'étudiant athlète, un peu sur un retour sur le webinaire de janvier qu'on vous nommait de peut-être pas demander d'emblée à l'étudiant athlète de diminuer son sport ou de diminuer son implication parce que ça va être pour lui, la performance dans son milieu sportif est souvent une très, très grande partie de son identité. Donc, si on ne l'accompagne pas dans la performance, bien souvent, on va le perdre comme intervenant parce qu'il va préférer juste dénier un peu ses difficultés puis continuer d'avancer. Puis nous, on souhaite plutôt qu'il utilise vos services puis qu'il travaille avec vous. On pense beaucoup qu'une ressource psychosociale peut soutenir un étudiant athlète vivant d'anxiété de performance dans son sport avec ou en collaboration ou simplement seul aussi si l'étudiant athlète n'a pas accès à un consultant en performance mentale. Dans les stratégies que Jonathan a présentées, beaucoup sont des stratégies que vous connaissez, la pleine conscience et d'autres, qui sont des stratégies que souvent d'entre vous, vous allez utiliser. Et il y a d'autres aspects de la vie qui touchent l'anxiété de performance. Donc, on vous encourage à vous faire confiance aussi dans ce processus-là. On essaie de vraiment vous peindre le portrait du sport de haut niveau. Aussi, pour ceux qui veulent me contacter, si jamais il y a des incompréhensions du sport de haut niveau ou qu'il y a une difficulté à bien créer le lien parce qu'on n'est pas sûr de comprendre qu'est-ce que ça représente, simplement vous rappeler qu'il y a une possibilité de me contacter. Je n'ai pas besoin de savoir le nom, je n'ai pas besoin de savoir que si c'est un étudiant athlète de l'Alliance, ça peut être aussi des étudiants athlètes de d'autres milieux. On est là pour favoriser cette compréhension-là du sport de haut niveau puis de vous accompagner là-dedans si c'est quelque chose que vous sentez qui est un frein dans la collaboration avec l'étudiant athlète. Des petits remerciements avant les questions. Je peux te couper, je m'excuse. Oui, vas-y. Justement que tu fasses les remerciements. Peut-être que ça peut aider là, à tous. Parce que Sam m'avait mentionné que peut-être parfois certains intervenants psychosociaux ont comme pas peur de travailler avec des étudiants athlètes, mais sont moins comme ils ne pensent pas trop connaître comment travailler avec ces personnes-là. Je voulais juste vous partager que, au bout du compte, on performe tous, peu importe notre rôle dans la société. Vous êtes un parent, vous êtes une soeur, un frère, un ami, tout le monde. Puis vous travaillez déjà avec des étudiants, fondamentalement, qui, eux, performent déjà dans leur rôle. Donc, si vous êtes capable déjà de performer, de travailler avec des gens qui sont des performers à l'école, ou même des monsieur, madame, tout le monde qui performent dans leur travail, etc., bien, vous êtes capable de travailler avec des étudiants athlètes aussi. Parce que cette notion de performance, elle est omniprésente. Donc, c'est pas... un étudiant athlète n'est pas genre une bébête extraterrestre qui est une toute autre affaire. C'est un humain comme nous autres qui performe dans un domaine peut-être qui est différent que le travail ou l'école, ou dans les deux même, parce que c'est des étudiants athlètes, en fait. Moi, je voulais juste normaliser le fait que ça se peut que peut-être vous vous sentiez inconfortable à travailler avec des étudiants athlètes, mais sachez que c'est comme avec toute autre personne. Tout le monde est des performers dans ce qu'ils font. Oui, puis tu sais, des fois, c'est juste de comprendre les petites nuances, puis mais ce qui est la même chose aussi à travailler différent. Vous êtes comme intervenant en milieu scolaire, votre spectre de pratique est tellement large aussi. Vous devez travailler avec des gens de toute communauté, ce qui est aussi développer cette sensibilité-là, ça peut être difficile, mais ça reste qu'au bout de la ligne, les enjeux sont souvent très similaires d'une communauté à l'autre et le sport en fait partie aussi. Merci pour cette nuance, Jonathan. Peut-être juste un petit remerciement, mais merci beaucoup, Jonathan, avant qu'on passe aux questions. Jonathan, Philippe, merci beaucoup pour votre participation, votre implication. Petite salutation aussi aux répondantes et répondants psychosociaux de l'Alliance par études. Pour ceux qui ne le sont pas, sachez qu'on a maintenant une personne pivot dans les ressources psychosociales des différents collèges et universités qui sont avec l'Alliance par études, un réseau qu'on vient tout juste de développer et que
les webinaires, on sent qu'il y a une belle implication de leur part. Donc, un gros merci pour ça. Un petit merci particulier à Sarah Bastien du Cégep de Valleyfield qui est venue aider à développer le contenu aujourd'hui puis s'assurer qu'on touchait des choses qui étaient pertinentes le plus possible pour les intervenants du milieu scolaire. Donc, un merci particulier à elle. Si vous avez des questions, c'est un bon moment pour les poser. Je vous invite à peut-être lever la main, à ouvrir votre micro et parler. Sinon, pour ceux qui veulent passer par le chat, vous êtes la bienvenue aussi. Oui, on a déjà quelques questions dans le chat. Samuel, si tu veux remonter. Je vais enlever mon share. Comme ça, on va bien voir. Oui, donc des questions. Question, est-ce qu'il existe un bottin des consultants en performance mentale? C'est une excellente question. Oui. Moi, j'ai transmis le lien. Fait que là, j'ai écrit la liste des membres professionnels, mais c'est juste, dans le fond, les membres professionnels de l'Association canadienne de psychologie du sport sont tous des CPM et certains ont cette dualité de rôle qui sont des CPM et peut-être counselors et peut-être psychologues cliniciens, etc. Donc là-dedans, vous pouvez trouver la liste de tous les practitioners, puis il est par province aussi. Donc, si jamais vous voulez cibler des intervenants au Québec, il y a même la ville dans laquelle l'intervenant se situe. Ça peut vous aider. Puis il y a l'adresse courriel puis le numéro de téléphone des gens là-dedans. Super, merci beaucoup, Jonathan. Question de Sébastien Fife. Philippe disait que l'anxiété montait quand il y avait un gros enjeu sportif comme une qualification pour les Jeux olympiques. Au plan scolaire, à part avoir une note plus faible que ses attentes, qu'est-ce qui l'inquiétait autant et qui l'amenait à être si anxieux? En d'autres mots, qu'est-ce qui, au plan scolaire, dans sa tête, s'apparentait à la quête des Jeux olympiques et en quoi chaque examen était important pour cette quête? Donc, c'est la répondre, mais c'est spécial parce que comment je peux dire, cette volonté d'avoir des très bonnes notes et d'être performant au niveau sportif aussi. Quand mettons, j'étais au secondaire, je faisais juste des compétitions nationales, des choses comme ça. Mes notes, c'était pas que je m'en foutais, mais ils étaient moins importantes pour moi. Puis plus je montais dans cette performance sportive, plus aussi ma volonté d'avoir des bonnes notes à l'école montait aussi. Puis je voulais avoir les performances dans ces deux sphères de ma vie. Il y a aussi une question que je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, bien honnêtement, pour la majorité de mon cégep. Donc, essayer de garder toutes mes portes ouvertes était aussi un des facteurs qui venait influencer cette décision-là. Mais je pense qu'au final, c'est vraiment la volonté d'avoir un succès autant dans le sport qu'à l'école pour ma profession après le sport, pour qu'est-ce qui venait après le sport. Je savais que le plongeon, c'est pas quelque chose que tu peux pratiquer jusqu'à temps que tu aies 45 ans. Je savais qu'il y avait quelque chose qui venait après. Puis je pense que cette source de stress, je ne savais pas trop qu'est-ce qui s'en venait après. Puis c'est quoi les notes que je devais avoir pour rentrer dans les programmes que je voulais. Comme je t'ai dit, comme je n'étais pas sûr, je voulais vraiment avoir toutes les portes ouvertes. Ouais, c'est difficile à expliquer, mais je pense que justement, c'était important pour moi les deux, donc je voulais performer dans les deux. Puis j'allais pas settle, excusez-moi pour le mot anglais, là, pour une note qui était en dessous, qu'est-ce que je savais que j'étais capable d'avoir. Merci beaucoup, Philippe, pour ton partage. Juste avant la prochaine question, on me remet un peu à l'ordre. J'ai salué nos répondants psychosociaux, mais bonjour à nos répondants sport-études qui sont avec nous depuis un bout. Donc, on a aussi des API, des responsables des sports dans les cégeps universités qui ont été invités au webinaire. Donc, merci beaucoup à ceux qui sont présents. On peut les prendre les 3 prochaines, si tu veux. Oui, ben, c'est ça, j'allais te diriger vers Vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes, là, bon. je vais maximiser ça, mais pour le concept d'autocompassion chez l'athlète, dites-vous que c'est similaire à ce que vous feriez avec d'autres individus. Là. Parce que comme on parlait, la notion de performance, elle est omniprésente. Fait que si vous avez déjà des techniques, des méthodes pour développer l'autocompassion chez Monsieur et Madame Tout le monde, chez des étudiants, c'est la même affaire avec des étudiants athlètes. La seule... Encore une fois, on pourrait nuancer que la notion de résultat est des fois un peu plus importante chez l'athlète, la notion de performance, comme on parlait. Fait que c'était d'avoir ça en tête, mais au bout du compte, les méthodes sont très, très, très similaires. Là. C'est la même chose, honnêtement. C'est juste peut-être juste d'être malléable, puis peut-être d'adapter un peu, mais ça va être les mêmes méthodes. Puis aussi, on peut travailler la pleine conscience, permet aussi de développer l'autocompassion, donc ça peut être quelque chose qui peut être exploré. Puis oui, pour répondre à la question de
Marianne, je crois, je pense que ça se prononce comme ça. Un CPM, ça peut faire des ateliers de groupe. On fait beaucoup ça. Fait qu'on ne fait pas juste du travail one-on-one. On offre des ateliers à des organisations, ça peut être des petites équipes comme un sport pris, ça peut être comme tout le sport, mon Dieu, les athlètes, étudiants-athlètes. Par exemple, moi, je me souviens en début de pandémie ou pendant la pandémie, j'ai donné un atelier à tous les étudiants-athlètes des Griffons du Cégep de l'Outaouais pour les aider à naviguer le tout. Donc ça, on fait tout ça, là, donner des ateliers. Puis, ben, on est très à l'aise aussi de le faire. Puis, est-ce que le CPM, question de Francis, est-ce que le CPM est en partenariat aussi avec l'entraîneur? On travaille avec les coachs, cependant, comme vous, on a la notion de confidentialité qui est quelque chose d'important pour nous. Puis, on ne va jamais partager des choses avec l'entraîneur si on n'a pas le consentement de l'individu, puis ce n'est pas un consentement qui est forcé non plus. On veut être vraiment une ressource qui est un peu à un bras de distance, là. Puis on veut créer justement cette sécurité psychologique pour que l'athlète soit en mesure de s'ouvrir à nous, de partager peu importe ce qu'il va nous dire. Puis pour faire ça, bien, il faut créer ce lien de confiance, puis il ne faut pas non plus ternir cette confiance-là en allant partager des choses qu'on n'est pas supposé partager. Donc, on travaille ensemble, oui. Des fois, mettons, si on travaille avec pas mal beaucoup d'athlètes sur l'équipe, peut-être qu'on va partager c'est quoi des grandes lignes générales qui ressortent, puis comment est-ce que toi, tu es d'entraîneur, tu pourrais adresser ça sur le terrain, dans les pratiques, etc., sans donner de nom. Puis sinon, ben, on peut aussi nous-mêmes travailler avec des coachs pour les aider à être meilleurs, par exemple, dans leurs skills de communication, des choses comme ça. Puis comment eux, ils peuvent faire, mettons, pour créer des situations de pression, pour entraîner les athlètes à mieux réagir à ça. Ouais, fait que je vais répondre à cette question comme ça. Et voilà. J'aimerais rajouter que personnellement, je pense que ça aurait été pertinent si mon entraîneur était au courant des différentes techniques ou des outils qu'il donnait aux athlètes pour justement la performance, pour qu'ils soient capables de les intégrer un peu plus dans les pratiques, dans les compétitions. Ouais. Puis de renforcer. Ouais, exact. Parce que si, mettons, toi, tu donnes ton consentement à ça, puis que là, tu es d'accord qu'on peut partager ça ensemble, puis toi, tu peux expliquer à ton entraîneur qu'est-ce que tu as besoin. Bien, l'entraîneur, c'est la personne qui te voit le plus souvent parmi nous tous. Ouais. Donc, peut renforcer ça, s'il vous plaît, comme on dit. Ouais. Merci beaucoup pour vos excellents points, excellentes réponses. On approche le 13 heures, donc on ne va pas étirer le temps plus que ça. Un gros merci d'avoir participé en grand nombre à la rencontre. On vous annonce tout de suite qu'il y aura un troisième webinaire probablement au mois de septembre. On va communiquer un peu de la même manière, donc à travers des répondants psychosociaux et des répondants sport-études. À partager. Le webinaire est ouvert à tous. On le garde plus dans un envoi privé comme ça parce que, comme vous avez vu, on cible vraiment des intervenants. Donc, on parle dans un langage d'intervenants. Donc, on veut garder ça dans cet angle-là, que ce soit des bonnes personnes qui soient avec nous. Mais si toute personne qui est intéressée, il y a aussi des entraîneurs qui étaient là aujourd'hui. Il y a des gens de d'autres milieux qui étaient là. S'il y a des gens qui veulent venir au prochain, ils sont absolument les bienvenus. Je vais vous envoyer présentation, enregistrement dans les prochains jours. Probablement un petit sondage pour savoir si c'était à votre goût, si le format vous convient, des questions comme ça, si vous avez des suggestions. On les prend, on s'adapte. C'est un peu comme ça aussi qu'aujourd'hui, on a voulu inviter Philippe, que je remercie à nouveau, parce qu'on nous a demandé d'avoir peut-être une perspective d'étudiant athlète. Donc, on les prend, les suggestions, n'hésitez pas à en faire. Je vous remercie à nouveau, puis on se revoit en septembre idéalement. Salut à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.